Bonjour à toutes et à tous, amoureux et amoureuses du LOSC, pour une nouvelle édition de l'émission La Petite Tribune, émission 100% dédiée à l'actualité du LOSC, Made in Le Petit Lillois. On est très bien accompagné aujourd'hui avec Guillaume, supporter lillois qui est avec nous. Salut Guillaume, comment ça va? Très bien, salut Raphaël, salut Pierrick. Et tu l'as un peu spoilé, Pierre qui est avec nous comme la semaine dernière. Il est Salut reparti, ça veut Raph. dire. Ouais, salut Guillaume et merci encore de l'invitation. Avec grand plaisir. On va débattre de plein de sujets aujourd'hui. La Coupe du Monde, des transferts, la préparation qui a commencé. Enfin, on commence à reprendre goût au football de club, petit à petit, hein, puisque pas beaucoup de clubs qui ont fait des matchs amicaux encore, nous on a un peu de temps, mais ça revient petit à petit. Donc on va commencer quand même par du foot de nation, c'est quand même ce qui nous anime au quotidien depuis presque un mois maintenant. Euh, Malheureusement, la Coupe du Monde elle est terminée pour nos chers Lillois. Ils étaient 8, ils ont été 8 à être éliminés. On avait déjà parlé en long et en large de Chancel, Ngalayel, Nabil et Aïssa les semaines précédentes, puisqu'ils ont été éliminés plus tôt. Par contre, pour le Maroc d'Ayoub Boadi et la Belgique de Nathan Ngoy, Mathias Fernandez-Pardo et Thomas Meunier, c'est beaucoup plus frais. Donc on va revenir sur leurs cas respectifs. On va commencer par Ayoub Boadi. Comment est-ce que vous évaluez sa compétition? Donc il a été titularisé sur la plupart des matchs. Il me semble qu'il n'y en a qu'un où il n'a pas été titulaire. Et donc le Maroc a été éliminé par l'équipe de France, évidemment, dans un match assez compliqué tant pour Ayoub que pour le Maroc finalement, donc en quart de finale de la compétition. Toi Guillaume, on t'a pas du tout entendu parler d'Ayoub Boadi, puisque Pierrick en a un peu parlé la semaine dernière. Qu'est-ce que tu en as pensé de sa compétition et plus largement, est-ce qu'il a répondu à tes attentes? Bah écoutez, 18 ans, il vient d'arriver dans l'équipe du Maroc, quasiment titulaire à tous les matchs comme tu le disais. Il a fait des sacrés matchs, je pense notamment au premier contre le Brésil. Après, contre la France, effectivement, c'était un peu plus difficile, mais à l'image de l'équipe du Maroc, parce ils ont quand même souffert face aux Bleus, ils ont pas complètement joué leur jeu, hein, mais ils ont été beaucoup sur le reculoir. Mais moi, je trouve qu'il a vraiment su tirer son épingle du jeu. Et puis, il faut être honnête, il a fait une Coupe du Monde à son niveau qui est XXL. Donc, ça fera le lien avec le volet mercato tout à l'heure, mais il a fait des matchs simples et efficaces, comme on le voit faire avec la tunique du LOSC. À son âge, c'est ça qui est bluffant en fait. Toi, tu parles de bluff, est-ce que tu as été surpris par ses performances ou finalement tu as l'impression qu'il est au même niveau que ce qu'on connaissait? En fait, il a une faculté à élever son niveau en fait naturellement. Je le vois des fois jouer sans pression. C'est ce qui m'impressionne moi chez Ayoub Boadi. Alors moi clairement je m'attendais à ce qu'il fasse une bonne Coupe du Monde, mais à l'image du club, on s'attend à ce qu'il fasse des bons matchs. Mais il arrive quand même toujours à nous impressionner. Vous voyez ce que je... C'est un peu mon sentiment sur cette Coupe du Monde où je l'attendais à un très bon niveau, mais il a réussi à aller au-delà de ce que je pensais en tout cas. Toi, Pierrick, alors la surprise ou pas la surprise, on en avait déjà parlé, mais j'ai envie de t'interroger sur un côté annexe, c'est que moi, il y a une image qui m'a frappé, c'est qu'à la fin de l'élimination de l'équipe de France, c'est Ayoub Boadi qui a été envoyé en zone mixte et qui a fait énormément de réactions. Est-ce que tu as l'impression qu'il a pris rapidement un statut dans cette équipe? Oui, sur le terrain en tout cas. C'est vrai que j'ai pas vu cette image-là, mais ça me surprend puisqu'au LOSC on le voit assez peu dans ce genre d'exercice. Mais effectivement, je trouve qu'il a pris une place assez énorme, notamment sur le terrain. Je trouve il a apporté vraiment ce qu'il apporte au LOSC avec cette équipe du Maroc, c'est-à-dire très bon dans la récupération, capable un peu de se projeter ou d'éliminer un deux joueurs avant de trouver un partenaire. Et sur ce match de l'équipe de France, j'en parlais la semaine dernière, j'étais assez excité de voir ce que ça allait donner. Et comme tu l'as dit, Guillaume, moi, je trouve pas qu'il a fait un mauvais match ou un match moyen. Je le trouvais à son niveau. Et je voulais me rejoindre sur un point, c'est que dans les gros matchs, ça se voit que c'est un gros joueur parce que il arrive à se mettre au niveau. À se mettre au niveau. Donc là, l'équipe du Maroc n'a pas été au niveau. Mais j'ai trouvé que Boadi, lui, arrivait à s'en sortir mieux que les autres, notamment dans la gestion du ballon, aller de droite à gauche, etc., de tenter de conserver ce ballon. Donc, c'est vraiment un joueur qui commence à prendre une stature importante avec le Maroc. Et avec le LOSC, il y aura un enjeu cette saison, peut-être cette saison s'il était amené à rester avec nous, d'avoir ce côté plus leader, malgré son jeune âge, technique sur le terrain. Et puis c'est pour aussi l'être plus ou moins dans le vestiaire, parce que c'est un enfant du club, donc ça donne toujours une place un peu particulière
dans un vestiaire, surtout dans un vestiaire qui comporte peu de joueurs qui viennent du cru. Aujourd'hui, on n'a plus autant de joueurs qu'à l'époque avec Libero, Chevalier, etc. Il y avait peut-être moins ce besoin-là. Du cru et international aussi, du coup. Aussi, tout à fait. Et puis, ayant joué le Coupe du Monde, c'est aussi une étape supérieure. Pour parler du Maroc, on peut aussi voir les absents. Par exemple, contre la France, il manquait Saïbari en attaque, qui n'est même pas un vrai numéro 9. J'ai entendu certaines personnes regretter l'absence d'Hamza Igaman. Est-ce que vous pensez que s'il avait été à 100% de ses capacités, s'il avait été appelé, il aurait pu vraiment être un facteur X dans ce genre de rencontre? Ou même pour toute la compétition? Oui, parce c'est un joueur imprévisible, notamment dans cette gestion de la profondeur. Je trouvais que Saïbari, justement, manquait beaucoup à ce Maroc-là de pouvoir se projeter avec Saïbari. Et si tu arrives à avoir un Igaman, que ce soit à côté de lui, s'il était là, Saïbari, et peut-être même en solo, Igaman, il aurait peut-être déstabilisé un peu par justement ça. On ne sait pas trop ce qu'il va faire, il est un peu imprévisible, donc ça aurait peut-être gêné un peu l'équipe de France. Mais au fond, je pense pas, on fera le bilan à la fin de la Coupe du Monde, mais je pense pas que ça aurait gêné sur le long terme du match, des 90 minutes, la bande à Deschamps. Je partage, je voyais pas le Maroc passer, même si Hamza Gaman avait été j'irais sur le terrain. J'ai même trouvé que le Maroc n'a pas joué son jeu en fait. Je vais faire un parallèle un peu provoque, mais ils étaient vraiment très bloc bas comme le Paraguay, parce qu'on voyait leur défense et leur milieu défensif très proches. Après, pas du tout les mêmes attitudes, hein, qu'on soit clair. Mais en fait, ils ont commencé à jouer et la période où ils ont été le plus dangereux, c'est une fois qu'ils étaient menés. Mais ils ont eu énormément de mal en fait à se créer des situations offensives en fait sur ce match-là en tout cas. Un autre absent, c'est Osame Sahraoui. On en a moins entendu parler comme une absence préjudiciable, mais par contre, on l'a beaucoup vu se faire chambrer au début de la préparation. Déjà, c'est des images qu'on aime voir, je suppose que vous partagez ce sentiment. Et deux, est-ce que vous l'imaginez à l'avenir pouvoir retrouver une place en sélection, sachant qu'en arrivant au LOSC, il avait réussi à grappiller quelques minutes par-ci par-là? Là, on commence à avoir des sacrés joueurs au Maroc avec Saïbari, Shamseddine Talbi, Bilal El Rano. C'est des joueurs qui sont confirmés dans leur club. C'est la prochaine étape. Ce sera Sahraoui, ce sera de confirmer avec son club, avec Lille, on l'espère, peut-être ailleurs, mais d'avoir cette place de titulaire, cette régularité, etc. Sapubalji l'a évidemment gêné la saison dernière pour avoir de la régularité. Mais ça passera d'abord par la régularité en club et on va dire cette petite hype qu'il y avait au début à son arrivée, qu'on doit retrouver au fil de ses performances. Et là, on pourra parler peut-être d'un remplaçant en sélection et la suite viendra. L'appétit vient en mangeant, comme on dit. Je pourrais pas le dire mieux, hein, le terme juste là dans son cas c'est régularité. Alors effectivement il avait un problème physique. Après il va falloir se faire une place. C'est vrai que si d'abord il arrive à être titulaire à part entière au LOSC et il en a les capacités, surtout avec cette année d'exposition avec la Ligue des Champions, oui ça peut être effectivement la bonne saison pour lui pour se rapprocher de ce groupe. Après c'est un peu tôt pour le dire aujourd'hui, mais le mot juste ça va être effectivement qu'il est là, quelque part la même régularité en termes de titularisation qu'un Félix Correa qui sur son poste quasiment en fait. Il y a 2 ans, il avait brillé contre Feyenoord notamment. Je me rappelle de ce match assez explosif où Sahraoui avait été étincelant. On va bifurquer avec la Belgique, où là aussi on a 3 noms, voire 4 à évoquer. Ils ont malheureusement été éliminés par l'Espagne dans un match assez particulier. Parce que le score n'est pas fleuve, il y a eu peu d'occasions finalement de part et d'autre, mais l'Espagne a tellement dominé qu'on a un sentiment, moi j'ai personnellement un sentiment assez particulier où j'ai l'impression que la Belgique ne méritait pas forcément de passer. Malgré tout, Nathan Ngoy a encore été titularisé, il a fait un match très correct. Ça n'avait pas été le cas malheureusement de Thomas Meunier ni de Mathias Van Espardo qui ne sont même pas apparus. Moi j'avoue être un peu déçu de l'emploi de Mathias, que j'imaginais être un joker un peu plus important tout au long de la compétition. Finalement, il a joué que les 3 premiers matchs de phase de poule. Si je vous interroge sur les 3 un peu pêle-mêle, qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus déçu, rebondissez. Vas-y, Guillaume. Pour ma part, effectivement, celui qui m'a le plus surpris, c'est Nathan Ngoy, même s'il y a eu cette erreur, hein, ce carton rouge qui est une faute de jeunesse, mais Rudy Garcia le disait lui-même, c'est une faute de jeunesse, ça fait hélas aussi, ça peut faire partie de l'apprentissage
On parlait d'un Ayoub Boadi, il a eu ses périodes un peu carton rouge au LOSC et ça peut lui arriver au Maroc demain. Je m'attendais effectivement, je te rejoins Raphaël, je m'attendais à avoir un peu plus une exposition de Mathias Fernandez Pardo. Je trouve que sur certains matchs, notamment l'Espagne, ça aurait pu effectivement peut-être créer peut-être des solutions supplémentaires notamment je dirais pour cette équipe belge. Et Thomas Meunier, moi j'étais déçu de ne pas plus le voir et j'avais trouvé notamment qu'il avait fait des bons matchs sur les matchs de poule. Et quand on arrive le 16e contre le Sénégal, où Rudy Garcia change la moitié de la défense pour raison X ou Y, il manquait Nathan Ngoy, suspension, où c'était choix de l'entraîneur après le match de poule, et Thomas Meunier. Donc c'est 50% de ta défense qui a été modifiée. Et sur ce match-là, ils ont énormément souffert. Ils ont su réinverser la tendance et passer. Mais j'étais effectivement déçu de ne pas voir plus un Thomas Meunier quand on voyait en Coupe du Monde, quand on voit la fin de saison boulet de canon qu'il a pu faire sous nos couleurs en fait. Il a été titularisé que lors des 2 premiers matchs de poule. Et après, il n'est pas apparu jusqu'à la fin du match du Sénégal où il rentre en fin de match et il fait une passe décisive. Mais sinon, on l'a plus revu, ce qui est assez étonnant pour un joueur qui est censé être un cadre de la Belgique. Est-ce que toi aussi ça t'a étonné ce changement de hiérarchie en pleine compétition, Pierrick? Un petit peu parce que c'est vrai que Guillaume vient de l'évoquer, on l'a tous vu la fin de saison dernière, c'est quand même un joueur qui t'apporte on va dire sur le couloir droit, il t'apporte cette expérience, cette roublardise, cette capacité aussi à se projeter, à bien défendre, etc. Donc c'est sûr qu'il y a il y a des interrogations sur ce choix-là. Maintenant, la Belgique est passée pas loin aussi de sortir l'Espagne ou d'aller aux prolongations et on ne sait pas ce qui aurait pu arriver aux prolongations. Donc c'est sûr que faire douter de ce choix-là, enfin faire douter Rudy Garcia de ce choix-là, c'est un peu compliqué. Mais en même temps, c'est sûr qu'en tant que Lillois, on aurait aimé le voir et le voir peut-être briller, même si le voir briller, ça voulait peut-être aussi dire le voir signer dans un club meilleur, même si les discussions ne tournent pas forcément à la faveur du LOSC pour Thomas Meunier actuellement. Et pour l'instant, il est libre et il ne se dirige pas vers une prolongation. Mais si je peux rajouter un petit quelque chose, alors cette logique-là, Pierrick, on peut la mettre pour Mathias Fernandez Pardo, quelque part, au moins sa Coupe du Monde augmente un petit peu nos chances de le voir rester sous les couleurs lilloises. Oui. Mais si je retire ça, ce qui est intéressant de voir, c'est que tous les joueurs qu'on a cités, hop, ça a quand même fait quart de finale de Coupe du Monde. On a eu des joueurs avant, notamment avec l'Algérie où ça s'est arrêté en 8e. Et point de vue, si on remet à l'échelle de notre club, ça montre aussi que le club a bien travaillé. Notamment, voilà, on a fait des choses au niveau des belles perfs au niveau européen. On a quand même des joueurs qui sont reconnus. Et ces joueurs, voilà, titulaires pour leur nation, dans les grandes lignes, qui arrivent aussi à aller jusqu'en quart de finale de Coupe du Monde. Moi, je trouve que c'est aussi un message, un indicateur sur aussi ce qui est devenu le LOSC, en fait. Est-ce que tu trouves que les internationaux lillois ont bien représenté le LOSC? C'est ça que tu veux dire? Clairement, pour moi, oui, 100%. C'est aussi ton cas, Pierrick, ou t'es... Je suis un- je dis pas je trouve pas qu'on a tant brillé que ça sur cette Coupe du Monde à titre individuel. C'est sûr, c'est au nombre de joueurs représentés, c'est bien, mais c'est sûr que sur la Coupe du Monde, Boadi, Ngoy et le reste, on peut passer quoi. Et encore, c'est pas non plus des Coupes du Monde extraordinaires. Je trouve que Ngoy il fait juste les mêmes matchs qu'il fait avec Lille, mais à un niveau supérieur, donc c'est bien. Et Boadi, c'est pareil. Donc il fait, je trouve pas que les deux joueurs aient surperformé. Et donc je trouve pas non plus que les parcours soient extraordinaires. C'est des bons parcours, mais le club a été bien représenté collectivement, mais individuellement, je vois pas de joueur qui a sa cote qui a triplé grâce à cette Coupe du Monde. Pour conclure sur la Belgique, il y a quand même un cas sur lequel on peut se focaliser, c'est celui de Rudy Garcia, donc ancien entraîneur du LOSC. Il est en fin de contrat au 31 juillet, donc c'est vraiment express après la compétition. Est-ce que pour vous, donc il a été intronisé à l'hiver 2025, donc janvier, février 2025, est-ce qu'il doit être renouvelé à son poste, selon vous? Il est resté quand même sur une série de 16 ou 17 matchs sans défaite avant cette élimination. Est-ce qu'il doit automatiquement? Non. Est-ce qu'il peut? Oui. La Coupe du Monde, c'est quand même, ils sont OK en quart de finale, mais ça s'est joué à quand même pas grand-chose, hein. Parce que les matchs de poule ont quand même été difficiles face à des équipes qui étaient globalement abordables. Le 16e de finale, on en reparlait contre le Sénégal. À la 85e, ils s'étaient menés 0-2 et ils ont inversé. Je pense qu'ils ont le scénario
le plus improbable de la Coupe du Monde, c'est signer Rudy Garcia quand même. Un match, effectivement, un gros match contre les États-Unis. Après, contre l'Espagne, ils ont bien tenu. Après, ils ont eu beaucoup de vents contraires. Donc, pour répondre, moi, oui, oui, il a fait une bonne Coupe du Monde. Maintenant, ça n'a pas non plus été toujours souverain quand on regarde un peu dans le détail. Hein. Je redis ce que j'ai dit au début. Est-ce qu'il doit? Non. C'est une solution crédible, oui, une prolongation. Après, à décider. Il y a du pour et il y a du contre, je pense. Pierrick, toi? Bah, moi, je pense que en fait, faut se souvenir aussi de où la Belgique était et ce qu'elle est actuellement. C'est-à-dire qu'elle est en fin de génération. Les Lukaku, les De Bruyne, ça va partir. Courtois aussi, qui veut faire une pause aussi, peut-être arrêter après, on verra. Donc, je veux dire qu'il y avait ça et il y avait aussi la Belgique, ce qu'elle était en 2022. En 2022, elle n'a pas passé les poules. Elle était retombée un peu dans ses travers. Donc je trouve qu'il y a il y a eu un bon souffle avec Rudy Garcia. Donc moi je le prolongerai pour tenter de voir ce que ça va donner avec aussi euh, des nouvelles têtes qui vont commencer à prendre de l'ampleur. Ce sera peut-être le cas pour Mathias Fernandez Pardo qui va peut-être pouvoir s'épanouir plus tard dans la sélection. Mais je pense qu'il faut continuer avec Rudy Garcia si j'étais la Belgique parce qu'il a redonné un peu cet élan. Ça sort en quart de justesse face à peut-être le vainqueur de la compétition ou la deuxième ou troisième meilleure équipe du monde. Bah, quand on est la Belgique et qu'on revient de loin, je pense que c'est un parcours à valoriser. Même si tu l'as dit, Guillaume, le parcours n'a pas été très très beau. Mais voilà, si on regarde d'autres équipes, on va dire l'Argentine, c'est pareil, il passe un peu ric-rac. L'Angleterre, c'est un peu ric-rac tout le temps aussi. Donc voilà, c'est pas. Il y a que vraiment la France, j'ai l'impression, et l'Espagne qui s'en sortent bien dans cette Coupe du Monde au niveau des adversaires. Même si la Belgique finalement a failli se faire surprendre par la Belgique, mais c'était un adversaire de très haut niveau, ce que la France n'a pas encore joué. Parce que le Maroc, je trouve que c'est un bon adversaire, mais le match l'a prouvé, c'était pas encore un adversaire de très haut calibre. Bon, en tout cas, s'il venait à poursuivre son aventure en Belgique, ce serait, je pense, toujours positif pour Lille, puisqu'il garde un œil avisé sur les joueurs lillois. On l'a vu plusieurs fois au stade Pierre-Mauroy, en observation notamment sur Nathan Ngoy. Bon, finalement, il s'est avéré qu'il suivait aussi Mathias, puisqu'il a fini par l'enrôler sur le gong. Mais on sait qu'avoir un Rudy Garcia sélectionneur, ça peut être que positif pour nous. Pour conclure sur cette Coupe du Monde, il y a Gianni Infantino qui a donné une grande interview hier et qui a laissé entendre que la Coupe du Monde pourrait passer de 48, ce qui était déjà inédit, hein, à 64 équipes. Rapidement, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée pour vous? Mauvaise idée. Mauvaise idée. Oula, vous êtes encore d'accord, c'est pas bien. Enfin, là, c'est dur de Pour quelle pas être raison? d'accord. Pour quelle raison? Je sais pas, j'aimerais bien peut-être savoir si des gens sont d'accord en commentaire avec 64 équipes, parce que je trouve vraiment que déjà on a eu peut-être la limite du format, c'est-à-dire que oui, certes, on a eu les beaux parcours du Cap-Vert, on a eu Curaçao, on a un peu découvert des équipes, c'est sympa, mais déjà les 16e de finale, ça a rallongé la compète, donc certains vont dire ouais, il y a plus de matchs, etc. Mais je trouve qu'on perd cette essence de Coupe du Monde où, pour moi, c'est un tournoi où tu réunis les meilleures équipes. Donc si tu le fais accéder à tout le monde, ça perd un peu de son prestige. J'aimais bien du coup cette équipe, c'est vraiment cette Coupe du Monde à 32 où tu avais vraiment, ou même cet Euro à 16 équipes à l'époque, où tu avais vraiment le gratin qui s'affrontait. Se faire le parallèle avec les Masters 1000 de tennis, ceux qui suivent le tennis ou pas, il y a deux différents Masters 1000. Il y a ceux avec vraiment, je sais plus, 32 joueurs ou 64. Quand tu as ces 32 joueurs, c'est condensé sur une semaine. Et c'est là, au deuxième tour, tu as des affiches avec des très gros joueurs qui s'affrontent. Alors que là, tu dois attendre un peu que ça se... Du coup, je pense que l'opinion publique, elle va plutôt être tournée sur vraiment ce gratin concentré qui, qui donne cette rareté et cette beauté au tournoi pour moi. Je rejoins, je trouve que la Coupe du Monde qu'on a eue, il n'y a peu que des beaux matchs, faut pas se mentir. Il y a eu peut-être une ou deux belles histoires, effectivement, mais ça n'a pas été une grande Coupe du Monde sur le point de vue un peu technique, footballistique, pour avoir. Voilà, on vibre un peu sur les derniers matchs. Donc, moi, encore une fois, hormis le fait que ça fait plus de matchs, plus de diffusion télé, donc certainement plus de revenus, je vois pas l'intérêt du tout sportif. Au contraire, je pense même que cette Coupe du Monde démontre le fait qu'il faudrait revenir à un nombre pour moi inférieur d'équipes sélectionnées en fait pour une coupe de ce standing en fait. Si Gianni Infantino pouvait vous entendre, je ne suis pas sûr.
Je suis pas sûr. C'est pour que l'Italie soit qualifiée, Ah c'est ouais. pour ça, hein. C'est ça l'argument en fait. Mais ils vont trouver le moyen de pas y être encore, putain. C'est possible. Il faut aider les petites nations. On, on clore le chapitre Coupe du Monde là-dessus, je pense que c'était la meilleure conclusion possible. Et on passe sur un autre sujet qui est un peu lié quand même, puisque grâce à une Coupe du Monde terminée précocement, un certain David Ancelotti est arrivé plus tôt que prévu en préparation. Il était là dès le 7 alors que la préparation a débuté le 6. Je me rappelle, Guillaume, qu'on avait eu des débats enlevés à ce sujet, où toi tu étais très déçu d'imaginer les joueurs débuter leur préparation sans coach. Finalement, tout va bien. Alors, c'est un coup de bol. Alors après, encore une fois, on le savait qu'en prenant David Ancelotti, il allait arriver plus tard. Si on retire un peu cette symbolique-là, moi ce qui me gêne plus, c'est, si on fera le lien avec le mercato, mais les semaines d'avant où il était concentré aussi avec la Coupe du Monde, le Brésil, etc. Je pense que c'est une phase importante sur le mercato avant que ça démarre, où tu peux avoir des contacts avec les joueurs que tu cibles. Et je fais partie de ces personnes qui pensent qu'une conversation entraîneur-joueur ciblé, c'est indispensable, je pense, dans le choix d'un joueur de signer dans tel ou tel club. Et c'est là-dessus où j'ai peur qu'on ait pris un peu de retard sur le mercato. Maintenant, bon, il est là, il est arrivé. Dès le mardi soir, on voyait des photos, il était en train de prendre l'apéro dans le Vieux-Lille, donc l'intégration se passe bien. Mais bon, voilà, après, il faut le voir effectivement à l'usage. Là, il est plutôt, voilà, ça permet de rencontrer les joueurs plus vite, mais sur le côté, avec les joueurs tactiques, tout ça, je suis pas trop inquiet, parce qu'il y avait du temps derrière, un mois avant le démarrage du championnat. C'est plus sur le volet mercato. Voilà, mais ça, je pense qu'on verra dessus. Après, on sait que pour le mercato, c'est Olivier Létang qui dirige beaucoup de choses. Hein. Oui, On a mais rarement eu, quand on a discuté avec les joueurs en conférence de presse, ça arrivait plein de fois où ils n'avaient pas parlé au coach, enfin pas véritablement. d'accord, mais si on se met à la place de David Ancelotti qui débarque et il voit, admettons, là, les 2 derniers joueurs qui viennent de signer, admettons, je ne sais pas, c'est des joueurs qui ne voulaient pas, ils disent, bah tiens, bonjour, enfin, qu'est-ce que tu fais là? Enfin, vous voyez, ça peut être problématique, je pense, si l'entraîneur ne mène pas ces discussions avec les joueurs dans la phase de mercato. Mais après, voilà, c'est mon point en tout cas. Et toi, de ton côté, Pierrick, t'as été rassuré par cette arrivée rapide et même la volonté de refuser des jours off offerts par le LOSC? Bah, finalement, je m'étais dit, ça serait bien qu'il prenne quelques jours off quand même, parce que justement, il aura le temps peut-être justement d'arriver à temps pour, comme tu l'as dit, Guillaume, mettre en place son projet tactique. Donc, quelques jours, ça ferait pas de mal, surtout après une élimination, etc. Tu souffles un peu, etc. Mais en fait, je trouvais, je me suis dit, ah, il arrive, etc. Le signal est quand même assez positif envers le groupe, envers le club, envers les supporters, de se dire, bon, ok, je soigne ma déception dans dans le travail. Effectivement, je le vois avec, bah, il avait l'air assez souriant, assez détendu, etc. Je pense que il était surtout excité de commencer. Il avait surtout envie. Et, je dis pas que la Coupe du Monde était une contrainte, hein, mais je dis juste que c'est sûr que ça prouve aussi que c'était pas forcément, c'est un projet qui lui tient à cœur et d'arriver tout de suite, ça, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Après, sur le volet mercato, moi je trouve que justement, contrairement aux années précédentes, j'ai l'impression on réussi à anticiper les choses. On a déjà 2 recrues, bientôt peut-être 3 ou 4 qui sont en discussion. C'est bien, surtout qu'on arrive à les finaliser, les avoir au plus tôt dans la préparation. Évidemment, c'est toujours mieux que les avoir le 13 août, à 10 jours du premier match. Donc justement, David Ancelotti est arrivé, il a découvert un groupe de 27 joueurs. 27 joueurs avaient été convoqués pour ce début de préparation. Donc 4 gardiens, Berke Hauser, Arnaud Baudard, Zadig Lansal et Thomas Sajou, pas de surprise jusque-là. Beaucoup de défenseurs avec Alexandro, Romain Perrault, Loun. La petite nouveauté, on se rappelle tous qu'il faudra demander comment on prononce son nom. Je vais pas me laisser piéger Pierrick cette fois non plus. Thiago Santos, qu'on voit sourire. Ça fait plaisir aussi, plaisir à voir parce que ça va peut-être être un des joueurs les plus importants de la saison à venir. Kevin Verdonk, Isaac Cossier qui est là, et d'ailleurs ça parle prolongation le concernant, Maxime Agoffi et Ousmane Touré. Au milieu de terrain, en nombre plus réduit, avec Benjamin André, Saad Boussadja qui a signé professionnel cet été, Hugo Ragoubert a annoncé son départ, et O'Connor Hudson. Et en attaque, il y avait Marius Brouholm, Félix Correa, Noah Djouma, Olivier Giroud, Ethan Mbappé, Gaëtan Perrin, Osame Sarawi, Angel Gonjo, ça c'est pour ravir Pierrick, Mohamed Bayo, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps,
Sori Badjaoun et Hamza Egaman. Est-ce qu'il y a des noms qui vous surprennent, que vous imaginiez en dehors du groupe? Parce que par exemple, des joueurs comme Vincent Burlet ou Hichem Ferra n'ont pas été convoqués. Est-ce que par exemple, à Mohamed Bayo, vous n'imaginiez pas faire la reprise? C'est peut-être le seul nom qui peut surprendre, mais comme on en a parlé la semaine dernière, on ne sait pas trop encore situé avec ce joueur. Peut-être que le coach va l'adorer et qu'il va réussir à le relancer. Donc c'est surprenant, mais en même temps, on se doute qu'ils veulent essayer quand même parce que c'est pas un mauvais joueur. Mais sur le reste, j'ai pas trop de surprises. Et tu parlais de Vincent Burlet et Chem Ferra, on a très vite compris qu'ils n'étaient pas dans les plans. Donc pas de surprise. Et les jeunes, faut mieux les intégrer au groupe de préparation. C'est logique. C'est comme chaque année, que ce soit Boussadja, que ce soit Kossier ou les autres. Donc je vois pas de choses surprenantes. Le fait qu'il soit dans le groupe n'empêche pas aussi certains peuvent être aussi à l'instance de départ. On pense Oui, à bien sûr. Hugo Ragoubert là, qui est cité aujourd'hui. Et au-delà de ça, ce que ça montre sur ce 27 joueurs, c'est qu'il y a quand même un effectif qui est un petit peu déséquilibré. On parlait du nombre de joueurs en milieu. Et on voit sur la partie offensive, c'est aussi énormément déséquilibré. Enfin, il y a beaucoup plus de monde. Alors, certains peuvent revenir effectivement sur les côtés dans les rôles d'ailier. Mais il y aura peut-être effectivement des réajustements aussi, voilà. Je dirais d'effectifs à voir, je dirais selon les postes. Est-ce que toi, Guillaume, pour poursuivre, ça t'a fait plaisir de revoir un peu de communication entre du LOSC? Parce que bah, on voyait plus grand-chose, forcément, il n'y avait plus de joueurs, il n'y avait plus rien, c'était les vacances. Et là, on voit des sourires, on voit Olivier Giroud qui a dit qu'il était impatient de revenir, on voit Berquet qui se projette déjà sur la Ligue des Champions, on voit Ethan qui chambre un petit peu Alexandro et Sahraoui. Bah, Alexandro qui a toujours la joie de vivre, qu'on espère évidemment repartir de l'avant. Je suppose qu'en tant que supporter, ça te donnait la banane de voir toutes ces Ouais, communications. moi j'ai toujours aimé c'est les premiers jours, les reprises d'entraînement, tu vois les nouveaux équipements, les nouveaux joueurs, et enfin les joueurs que tu revois, etc. Je crois il y en avait un qui disait aussi voilà que les vacances c'était cool, mais que reprendre c'était super, tu retrouves le foot, les copains, etc. Puis on est aussi à l'aube d'une saison qui peut être hyper sympa, parce qu'on a la Ligue des Champions, je dirais, de manière automatique. Donc c'est vrai que c'est stimulant, voilà. Bon, l'entraîneur, on en a parlé, il y a ses bons et ses mauvais côtés, mais on peut pas retirer qu'il y a un peu de suspense, voilà, autour de ça. Ça met un peu de piment sur la préparation, les joueurs qui arrivent, ceux qui partent, ça va donner effectivement voir l'effectif se dessiner. Oui, ça va être, c'est une période sympa. Moi, j'apprécie toujours ces périodes-là. Je me dis que c'est chouette. Bon, en plus, si on a des bonnes surprises, genre garder Boisy, ça pourrait être formidable. Voilà, mais ouais, ce serait. Parce que là encore, les groupes sont pas au complet, donc on va voir certains revenir aussi. Donc ça va être. Ouais, ça va être. On va encore revoir une paire de sourires. Il y a une autre bonne surprise, c'est que LOSC a annoncé que les matchs amicaux allaient être diffusés. Mm. Très positif, parce que figurez-vous que j'ai demandé pour avoir une vérification, parce qu'on a l'habitude de se faire avoir quand même. Et on m'a confirmé que même le match contre le Ras de la Louvière allait être diffusé, pas commenté simplement sur Twitter, mais diffusé. Donc sûrement à huis clos pour tout le monde, pour pas que, pour pas que les journalistes viennent le déranger. Mais par contre, diffusion, ça fait plaisir aussi de voir qu'on va pouvoir rapidement retrouver nos dogs à jouer au foot. Et même s'ils seront mauvais, parce que ce sera le premier match et qu'il y aura des changements toutes les 30 minutes, et ben ça va faire plaisir. Je suppose que vous aussi c'est une bonne nouvelle, même si c'est un mauvais match, rien que revoir nos joueurs, ça fait plaisir. Ouais, mais ça dépend. On le regarde sous un spectre différent. Ça permet, voilà, d'évaluer un peu les joueurs, de voir certains automatismes, de voir un peu les premières, la première patte, un peu le style de, je dirais, d'Ancelotti. Et puis avant, on les voyait pas ces matchs comme tu le disais. C'est voilà, c'est tout comme tous les reportages autour de l'arrivée des joueurs. On a accès à beaucoup plus d'images, d'infos maintenant. Donc non, moi, encore une fois, je trouve que ça participe un peu à ce côté sympa, voilà, de la reprise de saison, des premières semaines avant le championnat en fait. Bah après, c'est hyper traite parce que il y a 2 saisons, je crois, j'ai l'impression qu'Aralson, c'était Lionel Messi quand je regardais les matchs de préparation. Et j'avais eu un petit choc pendant les matchs, les vrais matchs, on va dire. Donc, c'est bien de les diffuser, mais attention à ne pas prendre tout ce qu'on voit pour acquis. Après, c'est à nous-mêmes de prendre du Oui, bah oui, recul exactement. pour Mais intenter le rencontre. c'était pour la petite blague, mais c'était vraiment, il était vraiment fort sur les matchs de prépa il y a quelques saisons, je me souviens plus quand. Je me Et rappelle on très bien. s'était vraiment dit qu'on avait décroché le gros lot. Bon, on l'aime toujours à Ralston, mais c'est pas non plus un joueur qui nous a
impressionné au-delà de ce qu'on a vu. On espère par contre que les prochaines recrues vont impressionner. On a parlé de Calvin Verdonk dans le groupe, il a retrouvé un ami à lui, puisque, alors, je sais pas exactement si je vais bien le prononcer, mais je vais le faire à la française, ce sera Bazar Onal, qui a signé à Lille pour une douzaine de millions d'euros. Donc ailier gauche assez percutant, qui était à 9 buts et 9 passes décisives à Nimègue la saison dernière. Est-ce que pour vous, ce poste d'ailier gauche était la priorité? Première question. Et deux, que pensez-vous de ce petit joueur qui vient des Pays-Bas? Vas-y Pierrick, tu peux enchaîner. Bah, j'en connais pas grand-chose, malheureusement, je vais pas pouvoir aiguiller. Enfin, après, je pense que on est beaucoup sur ce cas-là. De ce que je lis sur lui, c'est un joueur qui ressemble un peu à Sahraoui en termes de gestion du petit espace, des capacités à dribbler. Il sort d'une saison où Nimègue a fini troisième de Eredivisie. Il surperformé cette saison d'après certains spécialistes. Donc c'est intéressant. Après, je me méfie toujours de ces recrues offensives. J'ai l'impression qu'on les enchaîne beaucoup ces derniers temps et qu'on a du mal à trouver un rendement hyper efficace. Donc je n'ai pas forcément de hype ni d'attente. J'ai envie de voir ce que ça va donner sur la saison, mais je m'attends pas non plus à ce qu'on ait recruté une grande star en devenir. Mais pour toi, il y avait un besoin à ce poste-là? Pas, si, parce que Correa, c'est vrai qu'il faut se rendre compte aussi, mais j'ai l'impression on était déjà fourni avec Sahraoui, mais l'année dernière, on s'est rendu compte que malgré l'effectif complet pour moi, on se retrouvait avec des périodes où on avait dû bricoler. Donc, je sais pas. Et puis Guillaume, tu parlais d'effectifs déséquilibrés aussi. C'est vrai aussi, notamment à l'avant, même si on sait qu'il y aura des départs. Donc c'est un peu compliqué de juger. Je pense que est-ce qu'on en avait vraiment besoin? C'est surtout est-ce que ça va être une vraie plus-value? C'est vraiment là où on doit se focaliser, je pense. J'ai énormément de mal, moi, à jauger le niveau des recrues, hein, effectivement. Et j'ai peur, en fait. Au club, on est habitué à faire beaucoup de paris comme ça sur les mercatos. Des fois, ça marche, ça peut ne pas marcher. Et je trouve que je suis un peu plus rassuré, moi, perso, qu'on va recruter peut-être des joueurs qu'on connaît un petit peu, des valeurs sûres. Tu sais à peu près quel niveau tu signes. Là, aujourd'hui, on ne sait absolument pas jauger le niveau je dirais, le niveau de ces joueurs, en fait. Donc, moi, je reste assez, même si les stats sont intéressantes sur la saison dernière, 9 buts, 9 passes D, mais euh, je reste prudent. Moi, voilà, en tout cas sur cette arrivée, je me dis pas que c'est le joueur qui va nous faire franchir un palier. On le connaît pas. C'est vrai qu'on peut se dire, on était peut-être armé avec Sahraoui, s'il retrouve une régularité, ce dont on n'est pas sûr aujourd'hui. Donc, j'attends de voir. Voilà, pour être poli. Après, le LOSC a rarement, ces dernières années, acheté des joueurs très confirmés. Il y a eu le besoin enfin, l'envie de recruter Mathis Sabine l'année dernière, mais ça l'a pas fait. Mais finalement, même Giroud, quand il arrive, ça va à Paris. Alors que c'est un joueur plus expérimenté. Ouais, mais Je- t'as ce truc de vestiaire, c'est-à-dire que j'en parlais la semaine dernière et je suis toujours inquiet par rapport à ce qu'on nous annonce, peut-être pour la suite, on en reparlera, mais d'avoir assez peu de pistes expérimentées pour pallier certains départs. On parle de Mandy qui s'en va, on parle de d'autres joueurs, peut-être Meunier, etc. C'est des joueurs qu'on l'a vraiment senti cette saison. C'est Maxence qui parlait de ça la semaine dernière. C'est grâce à eux peut-être qu'on a sauvé cette saison-là qui pouvait à un moment donné partir en vrille. Donc c'est important et tu parlais d'acheter, etc. Pas forcément ouais, faire des coups peut-être libres, etc. On sait très bien qu'on n'ira pas mettre énormément de sous sur un joueur confirmé, etc. Parce que c'est pas notre politique, mais d'aller au moins chercher, d'avoir des rumeurs ou des vrais contacts avec ce genre de joueurs, c'est vraiment important pour moi. C'est aussi ce à quoi tu penses, Guillaume, quand tu parles de valeur sûre, c'est des joueurs d'expérience. Clairement, oui, c'est là mon point. On en avait sur la saison dernière quasiment à toutes les lignes. Là, on a quand même des départs. Voilà, Mandy, avec la saison qu'il a faite, il a quand même été très important. Thomas Meunier, pareil. Bon, Mbemba, un degré moindre. Mais voilà, et quand. Alors, c'est peut-être dans les tuyaux et les noms ne sortent pas dans la presse, mais. On n'a pas, j'ai pas l'impression qu'on se rende sur beaucoup de joueurs comme ça, et j'ai l'impression qu'on a donc un effectif qui perd un petit peu en expérience dans une année comme ça où ça arrive. Moi, ça me rassure toujours d'avoir quand même des cadres, je dirais, bien placés, ou encore une fois des valeurs sûres
je dirais, dans le groupe et sur le terrain. On peut pas faire que des paris parce que c'est toujours globalement bien tiré là-dessus, mais ça peut ne pas passer aussi, hein. Faut en avoir conscience. Bon, c'est une saison de Ligue des Champions en plus, donc falloir charbonner, se mettre au niveau, même si on a eu des belles surprises avec des joueurs moins expérimentés à l'époque où Bruno Genesio faisait des coups. On va reparler de l'Atlético Madrid, mais tout peut arriver. On va continuer avec une deuxième arrivée potentielle, cette fois potentielle, je dis bien, parce que elle se nomme Tanguy Nianzou, donc défenseur central de Séville, qu'on a connu lorsqu'il joue au Paris Saint-Germain. Même question que pour Bazar, est-ce que c'est un poste où on avait un besoin pour vous et qu'est-ce que vous pensez de son profil? C'est encore un pas, en tout cas à mes yeux, ça reste un pari, puisque c'est un joueur qui n'a pas su confirmer tout le potentiel qu'on avait vu de lui à Paris et qui malheureusement enchaîne les blessures. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur-là? Me concernant, oui, alors on avait des besoins en défense centrale parce qu'on a effectivement donc Mandy qui s'en va, Alexandro quitte de son niveau aujourd'hui, je dirais on ne sait pas. Ngoy, admettons demain il y a une grosse offre qui arrive post Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on fait? Alors, a priori il va rester, mais donc oui, il y a 2 ans on avait fait toute la saison en centrale avec Diakité et Alexandro. Physiquement, à un moment donné, ça avait montré ses limites. Donc pour moi, c'est oui, en défense centrale, on a clairement, je dirais, des besoins assez importants aujourd'hui. Ouais. Et est-ce que le profil de Tanguy Kouassi les comble pour toi C'est ces un besoins? pari, c'est encore là aussi, c'est un pari. En fait, on ne peut pas répondre aujourd'hui. C'est très compliqué de le dire parce qu'il y a une incertitude. En plus, le club est en train de creuser pour voir l'origine des problèmes physiques qu'il a eu. Donc, ils sont en train d'approfondir la question. Donc, on verra. On se dit tiens, c'est Séville, c'est pas mal. Après, quitte du joueur et de son potentiel, de ses capacités. Vous allez me dire, je suis difficile hein, sur le mercato, hein, je sais, mais pas pleinement encore, non. Et toi, Pierrick? Bah, si on arrive à remettre le joueur sur pied, c'est un excellent coup. Parce que pour moi, ce qu'il avait montré à Paris, c'était un joueur qui aurait dû rester à Paris justement et qui aurait pu faire carrière là-bas sans pépin. Donc c'est un excellent joueur, mais on sait très bien et justement, on aime bien faire ce genre de pari actuellement à ce niveau-là, au niveau des blessures. Les deux premières recrues, non, la première recrue, pardon, là, c'est le même type de profil au niveau des blessures. Euh, mais moi, j'ai l'impression que si jamais Tanguy Nianzou venait à signer au LOSC, c'est-à-dire que là, on repartirait avec une défense Ngoy, Alexandro, Kouassi et peut-être Kossié ou Touré. Donc, si on compare avec l'année dernière, on perd de niveau et on joue une compétition qui s'appelle la Ligue des Champions. Donc, c'est un peu compliqué d'être optimiste. On perd 2 joueurs d'expérience pour 2 joueurs qui ne connaissent pas ce niveau-là ou très peu. Je suis pas sûr qu'on aille dans la bonne direction à ce poste-là. Tanguy Nianzou avait quand même a connu la vie d'un grand club. Est-ce que ça peut Si, ça joue, mais être un point positif? quand tu perds Mandy qui a une trentaine d'années bien passées, Chancel Mbemba qui, pareil, a connu Porto, Marseille, des gros clubs, euh, je me demande si on ne devrait pas aller chercher un profil de ce type-là, comme Benjamin Pavard, par exemple, qui a connu ces grands clubs-là, même si on sait que financièrement, ça va être compliqué, ça, c'est pas un souci. Mais ce genre de profil pour justement amener. En plus, on s'entend super bien avec Olivier Giroud, donc ce serait super. Mais d'avoir ce genre de profil, ouais, qui soit vraiment important pour la vie de groupe et plus pour l'expérience européenne. C'est vraiment important, c'est crucial même. À ce poste-là, on doit vraiment se focaliser là-dessus. Je sais pas comment expliquer, mais ça doit Je vais être. mettre les pieds dans le plat parce qu'on en parle depuis le début, mais j'aurais dû commencer par là finalement. Aïssa Mandi, pour vous, le fait qu'il ne soit pas prolongé, c'est une erreur. Pas forcément. Pas forcément parce que le club, je pense que ça vient du club. Et si ça vient du club, il table sur le fait que potentiellement il ne refasse pas la même saison. Donc moi j'entends cet argument-là. L'argument du vestiaire, il est aussi important, mais effectivement, si Alexandro venait à être titularisé à la place, parce qu'il connaît très bien Davide Ancelotti,
Est-ce qu'un Aïssa Mandi en troisième homme, c'est pas forcément un. Ça peut être un problème finalement, puisque lui il sort d'une énorme saison, qui va s'attendre peut-être à jouer s'il il re-signe. Ça serait peut-être plus un problème qu'autre chose finalement. On sait très bien que quand il jouait pas début de saison dernière, il le vivait très mal. Donc, est-ce que je pense que peut-être on sépare sur de bonnes ondes et sur de bonnes choses, et c'est peut-être pas aussi bien comme ça. On sépare sur de bons termes. C'est mieux. Euh, À voir, mais ce qui est le cas, c'est que moi je préfère qu'on remplace un expérimenté par un joueur qui est expérimenté aussi. Voilà, ça coche quand même certaines cases, et encore plus, je dirais, là avec la Ligue des Champions qui arrive. Mais il n'y avait pas de signe qui laissait dire aussi qu'elle n'allait pas faire une aussi bonne saison sur la saison à venir. Je pense qu'il y a une volonté club de relancer Alexandro, mais si ça prend pas, enfin, comment on fait aussi, vous voyez? Moi, je trouve que le prolonger quelque part pour le club, ça aurait été sans risque, mais c'est bien, on a trouvé un sujet avec Pierrick qu'on n'était peut-être pas d'accord, donc voilà, Ouais, mais au on final, a trouvé un. là où je te rejoins, c'est que finalement, on n'aurait peut-être pas pris tant de risques au niveau de Je pense, hein. l'expérience. Mais c'est vraiment sur le côté. Avec la Est-ce rotation que des matchs, Aïssa Mandi, ouais, il aurait joué, je pense, mais est-ce qu'Aïssa Mandi, dans un poste où on le déclasse, est-ce qu'il n'aurait pas posé plus de soucis dans le vestiaire, etc. C'était ma seule déclassement ou interrogation. rotation, Ouais, c'est pas la même déclassement. chose. Ouais, Bah, ça dépend comment sont si, amenées parce les que choses. si t'es titulaire indiscutable quand même la saison dernière, et là que tu passes un joueur, t'es en rotation, t'es déclassé dans la hiérarchie. T'as été surclassé, et maintenant tu t'attends à garder ce même classement, et du coup, c'était les discussions peut-être que, et justement, c'est peut-être pour ça qu'il a pas re-signé, c'est peut-être que le club avait peut-être mis cet argument-là en avant en disant, bah, possiblement des classements, Alexandro, tout ça, etc. Et peut-être que le joueur a dit, bon, bah, je vais pas pousser, effectivement, si on me propose ça, autant que j'aille me faire un peu d'oseille en Arabie Saoudite ou au Qatar, et ce sera très bien comme ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on part sur de bonnes bases. Mais En sur tout cas, votre. Pardon. la volonté du club est claire, c'est enfin, retrouver le vrai Alexandre. Mais on n'est pas Donc, sûr que ça arrive, c'est ça le sujet aussi, hein. Ouais, bah, oui, mais après, on c'est s'en quand est même jamais un sûr joueur de qui rien, a finalement. un Donc, niveau. moi, je pense que oui, un profil expérimenté en quatrième ou en troisième homme, c'est essentiel pour justement avoir ce backup-là. Pour conclure cette partie mercato, on va partir sur le départ qui ont moins d'importance pour le club, mais c'est des joueurs formés au club. Donc il y a Hugo Goubert, Vincent Burlet et Ousmane Touré qui sont sur le départ. Est-ce que vous, c'est des départs que vous regretteriez? Bah, il y en a un, moi, mais Vas-y, bah, on sait que c'est le cœur qui parle là. bah ouais, parce que quand je vois les rumeurs actuelles sur un milieu de terrain de Feyenoord, je me dis que si tu fais ça, c'est Hugo Goubert. Moi, je veux le voir réussir au LOSC, même si son prêt a pas été concluant à Levante, ce qu'il avait montré à Dunkerque dans une très bonne équipe de Ligue 2. J'avais envie de le voir avec nous un peu sur certains matchs. Et justement, il y aura beaucoup de matchs cette saison, comme la saison dernière, où il aurait pu s'exprimer. Mais j'ai l'impression que j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. Donc je suis un peu déçu. C'est la déception, c'est le cœur qui parle, comme tu dis. Mais si on doit être réaliste, c'est vrai que la place, il en a pas trop. Donc peut-être que David De Ancelotti va voir les mêmes choses que moi et va peut-être lui proposer au moins un poste où il va jouer. Donc c'est peut-être rotation plus, si je dois m'exprimer ainsi. Mais voilà, le reste, j'ai l'impression qu'effectivement, il y avait un step qui est assez haut, trop haut. Tu parlais d'Isaac aussi dans le lot, hein, on est d'accord? Non, 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 j'ai parce que Isaac Touré, aussi, c'est pas la même chose pour Touré, moi. Burlet et Ragoubert. Ouais, bah voilà, le reste, c'est un peu trop faible pour, je pense, un effectif taille Ligue des Champions, si je peux me permettre. Cossier sera évalué pendant la Ouais. préparation. Vas-y Guillaume, je vois que tu veux Oui, plus loin. on avait eu cette conversation, et d'ailleurs le président Letton l'avait dit, hein, les joueurs prêtés qui revenaient dans la grande majorité des cas allaient être vendus parce que ils disaient en synthèse qu'ils n'avaient pas le niveau pour le LOSC. Et le nom qui était ressorti de notre conversation, mais je crois que tu étais là, Pierrick aussi, c'est effectivement c'était Ragoubert, où on a Ouais. ce sentiment commun de se dire il pourrait quand même avoir sa place dans l'effectif. Puis tu ne sais pas, un Benjamin André roulé sur ses 36 ans, si tu as une bonne blessure en cours de saison, est-ce que ça peut aussi dégager du temps de jeu? Et moi je trouve que
moi, je trouve que c'est un joueur à potentiel, et ma théorie, c'est que c'est un joueur à beau potentiel, à qui manque de la régularité. Voilà, je dirais au club la possibilité de pouvoir enchaîner quelques matchs pour cranter aussi, je dirais, de niveau. Voilà, donc à voir, mais c'est vrai qu'un départ, ce serait dommage. Après, peut-être que pour lui, là, on parle du Mans, j'ai vu. Ouais. C'est vrai que là, dans un club comme ça, il ferait ses matchs, je pense, il gagnerait en régularité. Est-ce que c'est peut-être un transfert comme ça qui lui permettrait voilà, de revenir un peu plus fort par la suite? C'est possible aussi avec le raisonnement que je tiens. Bon, on verra bien dans les semaines à venir, mais pour l'instant, donc, on se dirige pour ces 3 joueurs vers des départs. On va conclure juste par quelques petites infos par-ci par-là. Je voulais notamment, pas rendre hommage, mais au moins mentionner le fait que José Fonte s'est lancé dans une reconversion. Donc, il a rejoint le staff technique de Régis Lebris à Sunderland. Assez sympa. On l'avait connu à Southampton en tant que joueur, mais maintenant, il est parmi les Black Cats. Donc c'est un peu dans la même veine que Rio Mavuba qui entraîne à Bordeaux. Donc on voit que nos anciens capitaines aiment cette idée de banc et d'entraîner des joueurs. Il y a aussi Manon aussi qui est entraîneur des gardiens, entraîneur joueur maintenant à Crawley, et qui a fait aussi 6 mois à Brighton. Vous, ces reconversions, c'est des choses que vous suivez, qui vous plaisent, Est-ce que je vais aller plus loin? Est-ce que vous aimeriez plus tard revoir ces joueurs à Lille? Un José Fonte, pour moi, clairement, oui. Franchement, j'ai toujours aimé ce joueur, que ce soit son capitanat, le joueur en tant que tel, son charisme, son leadership. Pour anecdote, le premier maillot du LOSC que je me suis acheté, c'était il y a 6 ans, il était là, je l'ai floqué Fonte. Vous voyez, c'est l'année de la Ligue des Champions, la 2019, l'année du Covid. Oui, j'adore. Rio Mavuba, c'est un autre registre, mais pareil, ça a été un super capitaine. Je suis pas étonné de le voir sur des fonctions comme ça aujourd'hui. Alors, à un niveau moindre, parce que c'est quand même Bordeaux et ils sont à un autre niveau aujourd'hui. Mais oui, moi, c'est des joueurs. José Fonte, j'aurais rêvé qu'il intègre je dirais le staff du LOSC. Alors, il a réussi à jouer pendant 3 ans derrière, je crois. Bien. Tant mieux pour lui, c'était très bien. Mais j'espérais, quand il a quitté quand le LOSC en tant que joueur, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas le faire revenir dans le staff, etc. Mais tout à fait, ouais. Pierrick? Bah en fait, moi je trouve que c'est très important d'avoir un mec dans le staff qui peut t'apporter cette culture club, un adjoint un peu culture club qui te rappelle un peu, enfin qui a connu justement ce club et qui connaît les composantes, qui peut te conseiller sur plein de choses, notamment peut-être en dehors du terrain, etc., sur le lieu de vie, etc., même s'il y a peut-être des rôles dédiés à ça au club actuellement. Mais franchement, un José Fonte en numéro 2, moi j'y vais tous les jours, je te rejoins Guillaume là-dessus, parce que c'est vraiment quelqu'un qui nous a marqué par son leadership, par son charisme et par ses performances aussi. Donc c'est quelqu'un qui est... Après, je suis pas sûr qu'il viendrait entacher sa légende en une expérience de numéro 2, peut-être moyenne. Donc voilà, c'est pas pareil que si tu revenais en tant que joueur et que tu t'étais un peu moins en forme. Là, tu as vraiment ce côté où tu peux apporter via ton expérience et par aussi ce que tu auras acquis après ta carrière. Bon, si c'est pas pour tout de suite, ce sera peut-être pour plus tard. Hein. Il est encore, ce sera que sa première année, donc on verra bien ce que nous réserve la suite. On va conclure là-dessus en souhaitant le meilleur possible à José Fonte qui prendra son poste, je crois, le 20 juillet, si j'ai vu. Donc, une raison de plus de regarder Sunderland, finalement, qui est quand même une équipe assez sexy de première ligue. Merci à vous deux, Guillaume et Pierrick, pour Avec cette plaisir. belle émission. J'ai hâte de voir ce que la semaine qui arrive va nous réserver, tant en termes de recrues qu'en termes de matchs, puisqu'on va avoir la fin de la Coupe du Monde et puis le début des matchs amicaux. On débute un cycle qui s'annonce quand même assez palpitant. Donc merci d'avoir été avec moi aujourd'hui, et puis chers amis, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci à toi, salut tout le monde. Bonne fin de journée à tous.